Cette émission se change tous les jours, tantôt en lion, tantôt en renard, en compagnie de Geneviève Méric, Laure Andrion, Marianne Chassor, Abla Kandalaft, Tristan Grenassia et Géraldine Mosna-Savoie. Elle est en prise avec la fortuna musicale grâce à François Connac, cette semaine à la réalisation, avec aujourd'hui à la prise de son, Emmanuel Morse-Duncan. À 10h50, comme tous les jours, vous retrouverez François Nudelman pour le journal de la philosophie. L'invité du jour sera François Poirier, qui viendra vous parler de son livre intitulé « À la lisière » et publié aux éditions Actes Sud. Les choses énoncées ci-dessus ont été observées avec prudence et font paraître ancien un prince nouveau, ce qui le rend aussitôt plus sûr et plus ferme dans son état que s'il y était installé depuis longtemps. Avoir l'air d'être là depuis longtemps quand on vient juste de prendre le pouvoir, telle est l'une des stratégies proposées par Machiavel dans son ouvrage rédigé en 1513 et qui s'intitule « Le Prince ». Véritable manuel à l'usage du souverain, ce texte semble définir l'art de gouverner comme résultant de l'ajustement de la pensée à l'histoire. C'est en effet quelques mois après la chute de la République florentine en 1512 que Machiavel entreprit la rédaction du Prince, jetant ainsi les bases d'une nouvelle rationalité politique, d'autant plus nécessaire qu'il s'agit de trouver un moyen pour que la République puisse résister à la fureur des armes. Comment préserver la liberté républicaine tout en assurant la stabilité de l'État et en garantissant l'efficacité du gouvernement. Bien loin d'être fidèle à ce que l'on nomme aujourd'hui le machiavélisme, qui désigne une forme d'intelligence au service du mal, ou une quête de pouvoir guidée par l'efficacité et faisant fi de toute morale, le Prince propose une réflexion fine et novatrice sur l'art de gouverner en prenant en compte à la fois la fortuna, ce qui nous échappe, et la vertu, ce que nous avons en notre pouvoir pour agir malgré tout. Alors après Anne Feidze lundi et Thomas Hobbes mardi, c'est aujourd'hui au tour de Machiavel de nous enseigner cet art si particulier qui consiste à gouverner. Quant au prince, si on le lisait, on verrait que pendant les 15 ans où j'ai fait mon apprentissage dans le métier de l'État, je n'ai ni dormi ni joué. Et chacun devrait avoir envie de se servir de quelqu'un qui, aux dépens d'autrui, est riche d'expérience. Bonjour Jean-Louis Fournel. Bonjour. C'est donc avec vous que nous allons parler de Machiavel aujourd'hui, de l'art de gouverner selon Machiavel. C'est à vous que l'on doit, avec Jean-Claude Zancarini, une traduction et une édition extrêmement précise et voire exhaustive du Prince, d'un texte italien établi par Giorgio Inglese et qu'on trouve aux éditions PUF, avec laquelle on a travaillé pour cette émission. Et à la fin de cet ouvrage, on trouve une lettre de Machiavel qu'il écrit à Francesco Vettori le 10 décembre 1513, dans laquelle il écrit cette phrase que j'ai lue, où l'on apprend donc que Machiavel lui-même a été au service de l'État pendant 15 ans. Il dit que pendant ces 15 années, il n'a ni joué ni dormi. Oui, cette lettre est absolument fondamentale dans l'histoire du texte du Prince, puisque c'est un peu l'acte de naissance du Prince. C'est la première trace historique que l'on ait de ce texte, qui ne sera pas publié du vivant de Machiavel, dont on n'a par ailleurs aucun manuscrit autographe. Et on a cette trace de cette lettre à un ami qui, à ce moment-là, est ambassadeur de Florence à Rome. Un ami qui fait partie d'une des grandes familles florentines, donc ce n'est pas le cas de Machiavel. Machiavel est un homme qu'on pourrait appeler, disons, du bas de la classe moyenne florentine à ce moment-là. Il écrit à cet ami pour lui envoyer, pour lui faire lire, pour lui annoncer l'écriture de son opuscule. C'est lui qui appelle cela mon opuscule. Et dans cette lettre, à la fin de cette lettre, il présente deux choses qui sont assez importantes. La première, c'est qu'évidemment pour lui, cet opuscule doit lui servir de viatique pour renouer avec les Médicis, renouer donc avec ceux qui ont chassé les républicains au service desquels il a travaillé pendant 15 ans.
justement. Et puis la deuxième chose très importante, c'est que dans la phrase que vous avez citée, il parle de ce métier de l'État qui justifie son écriture. Alors pourquoi c'est important? Pour deux raisons. D'abord parce que la question de l'État et la question du gouvernement à travers la question de l'État est conçue comme un métier. Donc, ni comme une simple technique, ni comme une simple science, ni comme un art. Et ceci, bien que la phrase que vous avez citée en italien sonne un peu différemment, puisqu'on parle en italien, excusez-moi de dire ces trois mots dans une autre langue que le français, mais je crois que c'est important pour comprendre, on parle d'arte dello Stato, donc qu'on pourrait traduire a priori par art de l'État, si ce n'est que l'arte, à cette époque-là, dans la ville de Florence, renvoie aux corporations, donc à un métier, à une boutique. Dans d'autres lettres de Machiavel, à Vettori, on trouve le terme de bottega, de boutique, pour parler du gouvernement. Donc le gouvernement est une pratique, et c'est le fait d'avoir pendant 15 ans assumé des responsabilités non négligeables dans la chancellerie florentine qui légitime l'écriture d'un texte comme Le Prince. Et ça, c'est très très important, parce que ça veut dire que nous ne sommes pas dans une logique purement cognitive, nous ne sommes pas dans une logique où l'auteur aurait pour but simplement de faire croître le savoir de gouvernement, le savoir sur le gouvernement. Nous sommes dans un texte qui est un acte, qui est en gros la continuation de la politique par d'autres moyens, par l'écriture. Par l'écriture, et justement, c'est à travers une analyse de la langue et de la façon dont Machiavel écrit que l'on prend conscience du caractère novateur de ce texte, puisque l'écriture en elle-même est nouvelle, et les idées qu'il véhicule sont assez innovantes pour l'époque, notamment sur cet art de gouverner. Vous avez parlé de l'art de l'État, en montrant que l'art, à l'époque, renvoie à une corporation, mais le terme d'État est loin d'être défini de manière claire à ce moment-là non plus. Il y a une polysémie du stato au sein du texte de Machiavel. Ça renvoie à la fois aux intérêts du prince, indépendamment du pays, ça renvoie à la fois au territoire. On a vraiment, il est difficile de savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de l'État à cette époque-là. C'est une chose extrêmement importante de toujours garder à l'esprit le fait que quand vous lisez un texte italien du début du XVIe siècle, et un texte français d'ailleurs du début du XVIe siècle pourrait justifier le même commentaire, on est face à une langue politique qui n'est pas stabilisée. On est face à une langue politique qui n'est pas stabilisée pour plusieurs raisons. D'abord parce que pendant tout le Moyen-Âge, la politique se dit pour l'essentiel dans une autre langue, en latin. C'est le latin, la langue de la vérité. C'est certainement pas, ce ne seront pas les langues vulgaires, même s'il y a des efforts de traduction sous le roi Charles V en France, il y a des efforts de traduction au XVe siècle en Italie, évidemment. Mais on ne dit pas essentiellement la politique en langue vulgaire, en italien ou en français. Avec Machiavel, cela change. Cela change parce que tout d'un coup, les vieilles grilles qu'on avait à notre disposition pour comprendre l'histoire ne sont plus opérantes. Les vieilles grilles, qui sont les grilles thomistes, qui sont les grilles communales, ne réussissent plus à rendre compte de ce qui advient depuis quelque temps, pas depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années, depuis 1494, depuis que les armées de Charles VIII ont passé les Alpes et ont engagé cette véritable époque nouvelle qui, dans l'historiographie, est appelée les guerres d'Italie. Cette époque va être bouleversante parce qu'elle va imposer un nouveau type de guerre dont les principales caractéristiques sont la violence extrême, la rapidité et les effets beaucoup plus lourds, beaucoup plus pesants de chacun des événements qui se déroulent dans cette guerre. Face à cela, les Florentins sont désarmés. Ils doivent chercher une nouvelle façon de rendre compte, de dire ce qui est en train de se passer. Et la langue de Machiavel sert aussi à cela. Elle va surprendre d'ailleurs les contemporains. Une des choses qui est manifeste, c'est que quand on lit Machiavel, quand Machiavel sera à la disposition du public à partir des années 30, et qu'on lit Machiavel, on est surpris. Et on est surpris pas simplement parce que Machiavel dit qu'on peut effectivement prendre des libertés avec l'éthique, mais on est surpris parce qu'il a une autre façon de parler, une autre façon d'écrire, une autre langue. Et donc cette autre façon d'écrire traduit la nouveauté qui est là, mais d'ordre historique. C'est ce que vous dites, c'est qu'en fait, on peut comprendre le caractère novateur de sa pensée en précisant bien que ce que Machiavel essaye de faire, c'est d'adapter une nouvelle pensée du gouvernement à la situation politique dans laquelle il vit à ce moment-là. Comme il le dit lui-même, c'est ces 15 années d'expérience dans la chancellerie qui ont nourri, qui ont alimenté sa réflexion, mais aussi d'ailleurs sa façon d'écrire. On parlait de la façon d'écrire qui est fondamentale. Machiavel est quelqu'un qui, dans la chancellerie, écrit
parfois 10, 12, 15 lettres par jour. Quand vous écrivez 10, 12, 15 lettres par jour, et qui sont chaque fois des lettres importantes, vous ne pouvez pas vous permettre d'être dans l'ambiguïté, il faut transmettre des informations précises, transmettre des ordres. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous apprenez à écrire vite et à écrire directement. On va droit au but. Cette œuvre, je ne l'ai ni ornée, ni emplie d'amples clausules ou de mots empoulés et magnifiques, ou de quelque autre séduction et ornements extrinsèques avec lesquels beaucoup ont coutume d'écrire et d'orner leurs ouvrages, parce que j'ai voulu soit qu'aucune chose ne l'honore, soit que la seule variété de la matière et la seule gravité du sujet la rendent agréable. Et je ne veux pas que l'on impute à la présomption qu'un homme de bas et infime état ait la hardiesse d'examiner les gouvernements des princes et de leur donner des règles. En effet, de même que ceux qui dessinent les pays se placent en bas, dans la plaine, pour considérer la nature des monts et des lieux élevés, et que pour considérer celle des lieux d'en bas, ils se placent haut sur les monts, semblablement, pour connaître bien la nature des peuples, il faut être prince, et pour connaître bien celle des princes, il convient d'être du peuple. Pour bien connaître la nature des peuples, il faut être prince, et pour connaître bien celle des princes, il convient d'être du peuple. On voit là, Jean-Louis Fournel, la double position que tient Machiavel, à la fois en tant qu'une personne qui a été au service de l'État fonctionnaire, vous l'avez rappelé, pendant 15 ans, et donc qui a été à la fois du côté du gouvernement et en même temps qui est citoyen lui-même de cette République qu'il veut préserver et pour laquelle il se bat. Mais revenons, à partir de ce texte-là, cette double position permet peut-être de cerner un peu mieux la polysémie du terme de Stato dont on parlait, de l'État, puisque pour savoir si on parle de l'art de gouverner, il faut savoir comment l'on gouverne et ce que l'on gouverne. Donc peut-être pouvez-vous préciser ce qu'il entend ici par l'État. Oui, alors ce qui est important, c'est de toujours concevoir que le Stato, l'État, recouvre des réalités extrêmement différentes. Et que, tout en recouvrant des réalités extrêmement différentes, il recouvre toutes ces réalités en même temps. C'est ça qui rend les choses très complexes. L'État, c'est le territoire sur lequel s'exerce le gouvernement, justement. Ce sont les hommes qui sont au gouvernement. C'est le type de régime que ces hommes défendent. C'est aussi la possibilité de choisir tel ou tel moyen pour exercer le pouvoir. Le Stato, c'est en quelque sorte quelque chose qui relève à la fois de la pratique et de la théorie politique, sans qu'il y ait de mur entre cette pratique et cette théorie politique. Le Stato, c'est aussi quelque chose qui relève même de la philosophie politique, puisque ça peut signifier tout simplement le pouvoir. Donc, on est en face à un mot totalement polysémique, totalement protéiforme, qui nous montre bien que le gouvernement, la question du gouvernement, est une question qui se pose constamment à cette époque-là, entre les deux extrêmes de la nécessité d'éviter la tyrannie, donc une question profondément juridique, et celle d'avoir une efficacité dans l'opération politique, donc dans quelque chose qui relève d'une technologie politique, si on veut. Mais les deux choses ne sont pas opposées, elles sont ensemble. Elles sont ensemble comme est ensemble dans la pensée de Machiavel la nécessité d'être efficace pour sauver la République et l'amour de la République. Nous sommes face à quelqu'un qui, jusqu'à la fin de sa vie, n'a pas fait le choix idéologique, dirions-nous aujourd'hui, du principat. Le principat peut être une solution provisoire dans un cas de crise extrême. C'est le fameux problème qui est posé au chapitre 18 du livre 1 des discours, quand il nous parle de la corruption, avec un mot qui est d'origine certes médicale, mais qui signifie ici tous ces moments-là où l'État, en quelque sorte, se délite. Quand la corruption est tellement grande que l'État peut mourir, alors il faut recourir à autre chose, à une autre solution. Il faut inventer une autre solution. Et cette autre solution peut être le prince. Ça ne veut pas dire qu'on cesse d'être républicain. Ça veut dire qu'on est prêt à tout pour sauver la République. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre le titre de cet ouvrage, puisqu'il écrit un ouvrage qui s'appelle Le Prince, alors qu'il essaye de défendre une république. Tout à fait. Et c'est comme ça aussi qu'il faut bien avoir présent à l'esprit le fait qu'il est totalement absurde d'opposer un Machiavel républicain à un Machiavel tenant des princes et des principautés, ou des principats. Machiavel est, de façon indissoluble, à la fois républicain et penseur du principat.
Et d'ailleurs, il prend le temps lui-même de décrire au sein du Prince les différentes formes de gouvernement et donc les moyens à mettre en œuvre pour bien gouverner selon la façon dont on a accédé au pouvoir, les gens dont nous sommes entourés et les buts à poursuivre. Mais juste par rapport au texte qu'on a entendu tout à l'heure, cette dernière phrase, pour bien connaître la nature des peuples, il faut être prince, et pour connaître bien celle des princes, il convient d'être du peuple. Cette phrase pose quand même la question de savoir à qui s'adresse le texte du Prince. Est-ce vraiment un manuel à l'usage du gouvernant et donc du souverain, ou est-ce au contraire finalement une moyen, et d'ailleurs plusieurs personnes ont soutenu cette thèse, je pense notamment à Quentin Skinner, un des biographes de Machiavel qui a beaucoup écrit sur lui, qui soutient lui aussi cette thèse de savoir que peut-être que l'ouvrage même du Prince est finalement un bon moyen de donner au peuple les moyens de connaître et d'anticiper la politique que va mener le souverain. Oui, alors c'est... Ce qui change complètement la question teneur du la livre. question que vous posez est une question importante. C'est une question qui a structuré l'histoire non pas de Machiavel et de la pensée de Machiavel, mais l'histoire des usages de Machiavel, c'est-à-dire l'histoire du machiavélisme. L'histoire du machiavélisme et surtout de l'anti-machiavélisme, qui est un des grands chapitres de l'histoire de la pensée politique occidentale pendant l'Ancien Régime, et qui se déroule selon deux étapes. Une première étape dans laquelle Machiavel est celui qui a écrit avec le doigt du diable, c'est le tenant des tyrans, le tenant de l'immoralité en politique. Et puis une deuxième étape, en gros à partir du XVIIIe siècle, notamment à partir de Rousseau, où on fait de Machiavel, bien longtemps avant Quentin Skinner, le défenseur des républicains et l'éducateur des républicains. Comme si tout d'un coup ce petit livre, Le Prince, devenait une façon de réfléchir sur les modalités d'évitement de la tyrannie, en quelque sorte, d'écartement du despotisme, puisqu'au XVIIIe on parlait plus de despotisme que de tyrannie, ce qui d'ailleurs n'est pas complètement un hasard. À ce moment-là, si vous voulez, on structure deux façons de voir Machiavel qui sont, je dirais, post-machiavéliennes. Parce que Machiavel, lui, ne fait pas de distinction entre les deux. Machiavel est quelqu'un qui veut être au service du prince si c'est le prince qui gouverne. Parce que si c'est le prince qui gouverne et que pour servir la République, il faut être au service du prince, il accepte de le faire. Très clairement. Est-ce que cela veut dire que sa position politique se réduit à cela? Non, bien évidemment. Parce que derrière, toujours, il y a Florence. Il y a la patrie. C'est-à-dire qu'on est en face de quelqu'un qui, en gros, est prêt à tout pour faire la patrie, pour servir la patrie. Mais, attention, il ne faut pas avoir une vision rose de la chose. C'est-à-dire que Machiavel est quelqu'un qui a aussi sa part noire. Être prêt à tout pour servir la patrie, l'histoire nous a appris que cela pouvait causer quelques petits désagréments à la démocratie. Il reste maintenant à voir quelles doivent être les façons et les gouvernements d'un prince envers ses sujets ou ses amis. Et parce que je sais que beaucoup ont écrit à ce propos, je crains en écrivant moi aussi d'être tenu pour présomptueux, d'autant que je m'écarte en disputant de cette matière de l'ordre des autres. Mais puisque mon intention est d'écrire chose utile à qui l'entend, il m'est apparu plus convenable de suivre la vérité effective de la chose que l'image qu'on en a. Et beaucoup se sont imaginés républiques et principats dont on n'a jamais vu ni su qu'ils existaient vraiment. En effet, il y a si loin de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre, que celui qui laisse ce que l'on fait pour ce qu'on devrait faire apprend plutôt sa ruine que sa conservation. Car un homme qui voudrait en tout point faire profession d'homme bon, il faut bien qu'il aille à sa ruine parmi tant d'autres qui ne sont pas bons. Aussi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon, et d'en user et de n'en user pas selon la nécessité. Laissant donc de côté les choses imaginées à propos d'un prince, et examinant celles qui sont vraies, je dis que tous les hommes, quand on parle d'eux, et surtout des princes, car ils sont placés plus haut, sont désignés par certaines de ces qualités qui leur procurent blâme ou louange.
Jean-Louis Fournel, lorsque Machiavel écrit que son intention est d'écrire chose utile à qui l'entend et qu'il lui a paru plus convenable de suivre la vérité effective de la chose que l'image qu'on en a, on a là une position de principe qui guide tout son texte, qui est de s'intéresser à ce qui se passe réellement et non pas de comparer l'actualité ou l'univers politique qui l'entoure à une espèce d'image idéale que l'on aurait et à laquelle l'on doit adhérer et à laquelle doit tendre la politique mise en œuvre. Il y a vraiment un souci ici de l'effectivité. Il parle de vérité effective, ce qui est une position anti-idéaliste, idéaliste en tant que telle. Oui, c'est tout à fait juste. Là, on est dans ce que j'appellerais le grand discours de la méthode du prince, qui d'ailleurs de façon assez intéressante n'intervient pas au début du texte, mais intervient au début du chapitre 15. C'est-à-dire qu'il a eu besoin de mettre en place ce qui était sa vision du gouvernement, de l'État, du monde comme il va à son époque notamment, puisque le Prince est aussi un grand livre d'histoire contemporaine. On l'oublie parfois trop souvent, mais c'est aussi un grand livre d'histoire contemporaine, c'est pas simplement un livre de réflexion politique. Donc il met en place tout cela, et puis à partir d'un certain moment, dans le texte, après avoir parlé des armées, après avoir parlé justement de sa célèbre critique des mercenaires, il introduit cette question de la méthode, juste avant de revenir sur ce que doivent être les vertus du prince. Donc cette question de la méthode, elle est enchâssée en quelque sorte entre les deux moments du texte, qui sont peut-être deux moments un petit peu différents. Un premier moment qui va de la typologie des principautés nouvelles et anciennes, et un deuxième moment qui va nous parler, à plus proprement parler, du prince. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à partir de là, il prend ses distances par rapport à d'autres personnes qui ont parlé de la même chose que lui. C'est-à-dire qu'il y a une tradition de la réflexion sur le prince, tradition, notamment la tradition du miroir des miroirs des princes, qui a été bien travaillée, bien étudiée dans un beau livre de Michel Senelard paru dans les années 90, Les Arts de gouverner. Et Machiavel prend ses distances par rapport à cette tradition, tout en s'inscrivant dans cette tradition. C'est-à-dire, moi aussi, je parle de la même chose, mais j'en parle différemment. Et peut-être juste dire un mot du miroir des princes, cette tradition, effectivement, c'est un genre littéraire qui a apparu au Moyen-Âge. Quasiment un genre littéraire. Qui fonde une éthique gouvernementale. Voilà, où on a une sorte de catalogue des vertus des princes, pour simplifier. Alors, c'est important parce que ce qu'on va avoir après, c'est un miroir brisé des princes dans les chapitres qui suivent. Et cette distinction, Machiavel veut la poser comme une distinction fondamentale, comme un socle, y compris comme un socle de méthode. Et ce socle de méthode, c'est, moi, je m'intéresse à la vérité effective de la chose. Un type de vérité très particulière, qui n'est pas simplement une forme de réalisme, qui est ce que j'appellerais un réalisme dynamique. C'est-à-dire que l'effectivité de la vérité, c'est la vérité en mouvement. C'est-à-dire la vérité dans ce qu'elle se produit de quelque chose qui n'est jamais immobile. Donc, il faut avoir une sorte d'ancrage permanent dans l'histoire ultra-contemporaine pour comprendre quelque chose à la politique et pour comprendre quelque chose au gouvernement. C'est ça, la vérité effective de la chose. Alors que l'idée que l'on peut s'en faire, que l'on peut en avoir, et qui l'oppose à cette vérité effective de la chose, est de l'ordre de l'immobile. Est de l'ordre de l'incapacité à intégrer le bouleversement constant de l'histoire. L'expérience que font tous les Florentins qui essayent de réfléchir sur l'histoire et la politique, parce qu'ils sont nombreux, il n'y a pas que Machiavel, il y a quelqu'un comme Guicciardini, que les Français appellent Guichardin, il y a quelqu'un comme Vettori, il y a quelqu'un comme Gianotti. On a une forêt d'œuvres dont le prince n'est qu'un des arbres, peut-être le plus beau et le plus fort, mais c'est un des arbres parce que tous ces gens-là se posent les mêmes questions, essayent de répondre différemment avec de nouvelles phrases, en prenant des distances par rapport à l'idée que l'on pouvait se faire de l'État et du gouvernement jusqu'à présent. C'est-à-dire, tous sont profondément conscients du fait qu'ils sont rentrés dans une nouvelle époque. Et ça, c'est fondamental, et c'est lié à une chose qui est totalement inouï, qui était impensable dans la République jusqu'à présent, c'est accepter de dire que la République a été jusqu'à présent mal gouvernée. C'est-à-dire accepter de dire que les anciens ont eu tort, que les anciens ont failli, que ce qu'ils nous ont donné ne fonctionne plus. Donc accepter tout d'un coup de dire qu'il y a une autre politique qui est en train de se mettre en place et qu'il est nécessaire
qu'elles se mettent en place. Mais alors, justement, donc du coup, sur ce point-là, je vous posais la question du destinataire du prince juste avant. La question qui se pose maintenant, c'est celle de la portée de cet ouvrage. Dès lors que, puisque vous dites que la façon dont Machiavel entreprend la rédaction de cet ouvrage est d'essayer d'être en phase avec le monde politique qui l'entoure à ce moment-là, et donc c'est une façon de répondre à un moment donné, de prendre en compte la mobilité du monde politique qui l'entoure et d'essayer peut-être non pas de la cadrer, mais de dessiner des voies à suivre pour essayer de s'en sortir. Alors dans ce cas, le prince ne s'adresse qu'aux personnes qui entourent Machiavel à ce moment-là. De quelle portée à ce texte-là? Est-ce qu'il n'est pas du coup restreint à cette conjoncture politique particulière et du coup serait beaucoup moins utile à un lecteur aujourd'hui? Vous savez, c'est comme tous les classiques. Les classiques, ils s'adressent à leurs contemporains, ils s'adressent à la postérité. Et quand quelqu'un écrit un livre qui est un classique, en général, il ne sait pas qu'il est en train d'écrire un livre qui est un classique. Donc ce livre va devenir un classique parce que probablement, effectivement, à partir de sa réflexion sur quelque chose qui est ultra contemporain, il touche quelque chose qui ne l'est pas. Mais voilà, mais qui traverse l'histoire de l'État, l'histoire du gouvernement, et dans un moment clé qui est le moment de la genèse de l'État, le moment de la formation de l'État moderne, et au nom d'une question clé qui est l'articulation entre l'éthique et la politique. Alors, la précaution à prendre absolument à cet égard, c'est de ne pas raisonner de façon binaire, même si souvent Machiavel lui-même fait semblant de raisonner de façon binaire. Il dit toujours la réalité c'est A ou B, et si on est dans B c'est C ou D, et si on est dans D c'est E ou F, et on a l'impression d'une sorte comme ça d'arborescence ramiste qui se déploie de façon inéluctable. Et on se dit, Machiavel, il est dans la construction d'une science de la politique, tout est carré, tout est construit, et circuler, il n'y a plus rien à voir. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que quand vous lisez précisément le texte de Machiavel, vous apercevez que Machiavel dit c'est A ou B, et puis après il dit, mais il peut y avoir aussi C. Il peut y avoir aussi D, il peut y avoir aussi E. Donc l'histoire, en quelque sorte, échappe constamment aux prétentions théorique de celui qui tente de l'écrire et d'y intervenir. Donc il faut toujours être, et c'est ça la vérité effective de la chose, il faut toujours être capable d'adapter son analyse à ce qui vient de se passer de nouveau. Parce qu'il faut toujours accepter le fait que dans la politique, il peut y avoir de la surprise. Il peut y avoir quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc dans la politique, il y a toujours un pari. Il y a toujours un pari sur l'avenir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on décide quelque chose, on ne sait pas si ça va marcher. Voilà, mais le fait que vous parliez de Paris montre bien, il me semble aussi peut-être une des raisons pour lesquelles ce texte dépasse largement le cadre contemporain, le cadre qu'est celui de Machiavel au moment où il écrit. C'est parce qu'en réalité, dans le texte du Prince, il y a une véritable ontologie. Il y a une position vis-à-vis du monde. C'est un monde contingent dans lequel Machiavel vit. C'est un monde que l'on ne peut pas complètement maîtriser, qui est à la fois le fait d'une nécessité. Donc là, je renvoie au terme de fortuna qui est utilisé au sein du texte. Donc la définition est également assez difficile à saisir, puisque c'est à la fois la nécessité, le sort, ce qui nous échappe en réalité, ce qui s'impose à l'homme, et que l'on peut essayer, alors non pas de contrecarrer, mais dans laquelle on peut intervenir grâce à la virtu. Donc c'est une autre notion qui là aussi est compliquée, mais entre la fortuna d'un côté et la virtu de l'autre, on a véritablement une ontologie qui ressemble, il me semble, à une forme de l'ontologie sublunaire d'Aristote, qui fait qu'on vit dans un monde où les choses sont changeantes, on ne peut pas tout maîtriser, mais il y a une marge de manœuvre qui revient à l'homme et qui peut agir dans ce monde-là. Alors, ce que vous appelez ontologie, qu'on peut appeler ontologie, pourquoi pas, moi je l'appellerais histoire. Et je l'appellerais histoire en revenant à une chose qui est fondamentale, est tellement fondamentale qu'elle est placée en évidence, elle est mise en évidence dans un deuxième moment, dans un deuxième discours de la méthode qui est dans la lettre de dédicace. Dans la lettre de dédicace du Prince, à un moment donné, il dit, voilà, moi, ce que je vais vous proposer dans ce texte, j'ai pu l'écrire grâce à la connaissance que j'ai acquise de l'action des grands hommes. Et cette connaissance, je l'ai acquise à partir de deux choses, l'expérience des choses modernes et la lecture des choses anciennes. C'est-à-dire à partir des livres et à partir de la pratique. Ce qui montre bien que chez Machiavel, il ne faut jamais opposer théorie et pratique, il ne faut jamais opposer les livres à l'action. Il faut essayer de comprendre comment l'action se construit à partir de la nécessaire articulation de ces deux formes d'expérience. Une expérience de longue durée qui naît de ce qui a été transmis par la tradition
y compris par la tradition la plus lointaine, par la tradition grecque, par la tradition latine. Il connaît bien Aristote, même s'il ne le cite jamais, évidemment. Mais celle-ci n'existe, cette tradition, que si elle est fécondée par l'expérience des choses modernes, par l'expérience pratique, parce qu'elle doit être passée au crible de cette expérience, parce que sinon on ne comprend rien si on fait simplement si on se contente de répéter ce qui a été fait par le passé. Il y a une radicalité du présent. Le présent échappe aux règles, il échappe aux grilles, et c'est là qu'intervient la fameuse articulation que vous évoquiez entre la fortune et la vertu. C'est-à-dire que la fortune, c'est la qualité des temps. C'est cette situation dans laquelle l'homme se retrouve plongé, comme les frites dans l'huile bouillante. L'image n'est pas de Machiavel. Non, l'image n'est pas de Machiavel. Et la vertu, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de l'homme à saisir par les cheveux cette situation, à comprendre l'occasion, à intervenir là-dedans en produisant quelque chose. Faire de la fortune la qualité des temps et saisir la fortune comme une femme, c'est-à-dire par les cheveux, c'est ce qu'écrit Machiavel au chapitre 25 du Prince. Écoutez. On voit aujourd'hui tel prince être heureux et demain aller à sa ruine sans avoir vu changer en lui sa nature ou l'une quelconque de ses qualités. Cela, je crois, naît de ce que ce prince, qui s'appuie en tout sur la fortune, va à sa ruine quand celle-ci varie. Je crois aussi qu'être heureux celui dont la façon de procéder rencontre la qualité des temps, et que, semblablement, est malheureux celui dont les procédés ne s'accordent pas avec les temps. On voit en effet les hommes, dans les choses qui les mènent à la fin que chacun s'est proposée, à savoir la gloire et les richesses, procéder diversement, l'un avec circonspection, l'autre avec impétuosité, l'un par la violence, l'autre par des artifices, l'un avec patience, l'autre à l'opposé, et chacun, avec ses façons différentes, peut y parvenir. Et l'on voit aussi, de deux circonspects, l'un réaliser son dessein, l'autre non, et semblablement, on en voit deux qui sont également heureux avec des inclinations différentes, l'un étant circonspect et l'autre impétueux, ce qui ne naît de rien d'autre hormis de la qualité des temps qui se conforment ou non avec leurs procédés. De là naît ce que j'ai dit, à savoir qu'à deux hommes qui œuvrent différemment est échu le même effet, alors que pour deux autres œuvrant pareillement, l'un arrive à ses fins et l'autre non. Je conclus donc que la fortune faisant varier les temps, et les hommes restant obstinés dans leur façon, ceux-ci sont heureux quand ils sont en accord entre eux et, quand ils sont en désaccord, malheureux. Moi j'estime quand même qu'il vaut mieux être impétueux que circonspect, car la fortune est femme, et il est nécessaire, si l'on veut la culbuter, de la battre et de la bousculer. Et l'on voit qu'elle se laisse vaincre par ces hommes-là plutôt que par ceux qui procèdent avec froideur. Et c'est pourquoi, toujours, comme c'est une femme, elle est l'amie des jeunes gens, parce qu'ils sont moins circonspects, plus fougueux et mettent plus d'audace à la commander. Vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h33 et nous parlons de Machiavel aujourd'hui dans cette semaine consacrée à l'art de gouverner, en compagnie de Jean-Louis Fournel qui enseigne la littérature et l'histoire italienne à Paris 8 et à l'ENS de Lyon et qui est l'auteur, avec Jean-Claude Zancarini, d'une édition du Prince qu'on trouve aux éditions PUF, où il y a une nouvelle traduction, un commentaire, une édition critique excellente, excellemment bien établie, et également l'auteur d'un autre ouvrage consacré lui à Campanella, La Cité du Soleil et les territoires des hommes, Le savoir du monde chez Campanella, c'est paru aux éditions Albin Michel. Jean-Louis Fournel, dans le texte qu'on a entendu juste avant, on entendait alors c'est un texte qui est très très riche, le chapitre 25 du Prince, on y trouve beaucoup de choses, notamment donc la comparaison de la fortune à une femme qui est très célèbre puisqu'il fait justement de la femme cet être que l'on doit. Ce n'est pas l'image la plus heureuse de Machiavel. Ce n'est pas la plus heureuse, oui, voilà, je ne sais pas ce que lui en dirait aujourd'hui, mais en tout cas c'est vrai c'est une image qui est marquante et qui permet peut-être d'ailleurs de s'intéresser à ce texte-là, hein, pourquoi pas, parce qu'on se rend compte qu'évidemment évidemment c'est beaucoup plus subtil que cela, mais on a cette très belle expression de la qualité des temps. Dans cette expression-là, on y entend, il me semble, peut-être la sagesse suprême de l'art de gouverner, à savoir être attentif à la qualité des temps dans lesquels nous vivons, et pour permettre de faire la synthèse, comme vous le dites tout à l'heure, entre la théorie d'un côté, la connaissance, le savoir, et de l'autre, le temps dans lequel nous vivons, dans lequel nous devons mettre en œuvre ces connaissances en tant qu'homme politique qui est chargé de gouverner.
Oui, alors ce qui est très important dans cette affaire de la qualité des temps, c'est l'idée de la rencontre. Hein. Il parle de la rencontre. Alors qu'est-ce que c'est que cette rencontre? C'est la rencontre entre un homme et un temps, entre deux temps. Donc le temps de l'homme, le temps de l'individu, qui est dans la brève durée de son existence, hein, et puis le temps long, le temps de la cité, le temps de la communauté. Et faire de la politique, c'est arriver à faire se rencontrer ces deux temps-là. Ça dépend en partie de l'homme, ça dépend en partie aussi de la chance. C'est-à-dire que la rencontre s'effectue ou ne s'effectue pas au nom des circonstances et au nom des qualités de l'individu. C'est-à-dire que la qualité des temps et les qualités des hommes sont deux facteurs fondamentaux de la politique. Alors après, il y a des gens qui ont des qualités, mais qui n'ont pas les bonnes qualités au bon moment. Il y a des gens qui ont aucune qualité de celles qui pourraient servir dans un autre moment, mais qui auront les qualités, en revanche, qui seront utiles dans ce deuxième moment. Donc on est dans une situation où l'homme doit avoir cette forme d'humilité qui est celle de l'analyse et surtout cette forme d'attention microscopique à ce qui est en train de se passer. Tous les détails comptent, comme dira Guicciardini dans ses ouvrages. Cet ami et contemporain de Machiavel dont l'importance est très grande aussi pour comprendre ce qui est en train de se passer. La fortune et la vertu, l'articulation de la fortune et la vertu, ne peuvent s'entendre que dans cette logique-là. Et qu'est-ce que c'est que la qualité des temps? C'est l'histoire. Mais c'est l'histoire, non pas comme un savoir immobile, non pas comme un savoir uniquement relevant de la transmission. C'est l'histoire comme l'histoire qui est en train de se faire et dans laquelle l'homme a le devoir de s'inscrire. On en revient quand même à la contingence aristotélicienne, Jean-Louis Fournel, et cette notion de kairos, d'instant propice, c'est ce que vous semblez dire. Il faut être assez attentif à la qualité des temps dans lesquels nous vivons pour savoir à quel moment agir en fonction de ce qui nous constitue nous-mêmes en tant qu'hommes. Il y a à la fois la connaissance de soi et la connaissance des temps. Machiavel appelle ça l'occasion. Un beau mot, c'est un mot essentiel dans le texte machiavélien. Un mot qui n'a rien à voir avec l'anecdotique. L'occasion, c'est pas l'anecdotique, c'est pas l'épisodique. L'occasion, c'est ce croisement des deux temps, c'est ce croisement des deux histoires, l'histoire personnelle et l'histoire de la cité. Seuls les grands hommes politiques sont capables justement de comprendre l'occasion. Il y en a qui se trompent d'occasion, il y en a qui les comprennent. Et c'est là qu'à un moment donné, ces gens-là sont capables de faire l'histoire. Ce qui veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont plus aptes que d'autres à faire l'histoire selon les moments que l'histoire leur propose. Mais ce qui veut dire aussi qu'il y aurait quand même des qualités propres aux hommes qui font d'eux des meilleurs gouvernants que d'autres. Puisque vous dites qu'en effet que c'est une histoire d'occasion, de moments donnés, de rencontre entre un homme et un temps, ou une certaine qualité de temps. Mais quand même, il y a certains traits de caractère peut-être qui sont peut-être plus déterminants que d'autres pour pouvoir répondre à la fonction de gouvernant qui nous est attribuée. C'est la fameuse image du centaure, pour revenir à une autre métaphore. Qu'on trouve aussi au chapitre 25. C'est au chapitre 18. Au chapitre 18. Et dans l'image du centaure... Et c'est assez intéressant, parenthèse, excusez-moi, de voir comment, quand Machiavel doit parler de quelque chose qui est à la fois fondamental, mais complexe à théoriser, il s'échappe dans une image, il s'échappe dans une métaphore. Donc il y a la métaphore du centaure, il faut être effectivement à la fois homme et bête, et puis la métaphore est déclinée. Quand on est bête, il faut être à la fois renard et lion, on le sait, et à partir de là, ça permet de faire différemment le catalogue des vertus du Miroir des Princes. C'est-à-dire que ça permet, c'est une entrée en quelque sorte, qui est à la fois une entrée narrative, une entrée rhétorique, mais aussi une entrée théorique, pour déployer un nouveau catalogue du Miroir des Princes, qui est toujours dans l'ambivalence. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je crois qu'une des grandes erreurs des lectures machiavéliennes, c'est souvent de le contraindre dans un cadre trop strict, en pensant que la pensée de cet homme est une pensée linéaire, une pensée qui ne supporte pas la nuance. Au contraire, Machiavel supporte toutes les nuances. Il supporte toutes les nuances parce que lui-même les introduit dans son texte. Il les introduit y compris sur ce dont on a le plus parlé à propos de Machiavel, c'est-à-dire la question de la morale. Il les introduit à partir de l'attention qu'il a pour l'opinion. C'est-à-dire pour ce que l'on peut mettre en scène par rapport à ce que l'on est réellement.
Et contrairement à ce qu'on lui a fait dire parfois, Machiavel n'est pas quelqu'un qui pense que seul compte ce que l'on fait semblant d'être, parce qu'on ne peut pas être, on peut pas longtemps faire semblant sans être un petit peu. Donc le temps vous fait payer cela à un moment donné. Et le temps vous fait payer cela à un moment donné parce que la cité, la République, sont des communautés. Et Machiavel n'oublie jamais cela. Et une communauté, ça ne fonctionne pas simplement à l'hostilité, ça ne fonctionne pas simplement à l'intérêt privé, ça fonctionne à l'amour. Et ça, c'est la grande nouveauté machiavélienne. Alors, vous parlez d'amour et c'est intéressant justement puisque en préparant cette émission, on essayait de penser à des façons de faire des rapprochements avec l'époque peut-être plus contemporaine et on a pensé à ce film L'exercice de l'État, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Pierre Scholler qui est sorti en 2011 l'an dernier, qui est un excellent film où l'on voit justement en l'occurrence c'est le ministre des Transports, Bertrand de Saint-Jean, interprété par Olivier Gourmet, à qui son assistante, ou enfin la directrice de communication du ministre qui est interprétée par Zabou Bretman, celle-ci va essayer de dire au ministre la façon dont on parle de lui dans la presse et l'effet que cela peut produire sur lui, ce qui est un très bon exemple, il me semble, de la nécessité de la prise en compte de la part de celui qui gouverne, de l'opinion et peut-être de l'amour qu'il veut susciter sans savoir si c'est possible ou non. Écoutez. Merci. C'est bon, on a Europe. RTL, c'est mieux. Sur RTL, il y a déjà Peralta avec son plan Solidarité Emploi. Sur Europe, avec Fogiel, on a une spéciale 8-15-8-35. RTL, c'est mieux. C'est pas sûr. Parisien. Il dit pas grand-chose, notre Premier ministre. Les Échos, Figaro. Libé. Tiens, 4e de couverture. Ça y est, te voilà. Ah, elle est bien, ta photo. Elle est très bien. T'es formidable, regarde. Formidable, hein? Travaille bien, Léa, hein, je vais l'appeler. Alors, le mal des transports. Depuis 6 mois, il est sorti vivant d'un conflit avec le port de Marseille. Il a imposé la jonction Lille-Turin. Il est en passe de réussir la privatisation des ports. D'où lui vient cette ténacité? Ce caractère s'est forgé sur les terres froides de Besançon, où sa grand-mère partit un jour sur son vélo pour la grande ville. Je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser, marchant dans la brume, le cœur démoli par une. On s'arrête là, tout de suite. Sur Maman, le vite, chemin vite. des dunes. Les hommes jugent davantage avec les yeux qu'avec les mains, car il revient à tous de voir, mais à peu de sentir. Chacun voit ce que tu parais être, peu sentent ce que tu es. Et le peu n'ose pas s'opposer à l'opinion du grand nombre lorsque celui-ci a la majesté de l'État pour le défendre. Et dans les actions de tous les hommes, et surtout des princes, où il n'y a pas de tribunal auprès de qui réclamer, on regarde la fin. Peut-être voir dans l'univers de la presse aujourd'hui, Jean-Louis Fournel, la manifestation, une forme de manifestation de l'opinion et de ce désir de susciter l'approbation, voire d'éveiller l'amour chez le peuple que l'on est censé représenter. Et donc en cela, il me semble que le lien est assez clair avec le texte que j'ai lu ensuite du Prince, le chapitre 18, où cette importance de l'apparence et de la vue est déterminante. C'est-à-dire que Machiavel comprend ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une part de théâtre dans la vie publique. Et donc il y a une part de représentation de soi, et que cette représentation de soi doit être fondée aussi sur les qualités dont on pense qu'elles seront bien perçues par ceux qui nous regardent, nous écoutent ou nous lisent. Et qu'à partir de là, c'est ça aussi la vérité effective de la chose. Il faut essayer de comprendre comment historiquement ces qualités fonctionnent, ce qu'elles produisent. Donc le travail de l'opinion et la mise en scène de soi
devant cette opinion fait partie du travail politique, fait partie de ce que doit faire, en quelque sorte, le prince, donc ce que doit faire l'homme politique, tout en étant conscient des limites de ce qu'il fait. Et c'est ça qui est important chez Machiavel, c'est que dans l'extrait que vous citiez, effectivement, il insiste sur la productivité, si vous me passez l'expression, de cette apparence aux yeux de l'opinion. Mais à d'autres moments, il nuancera cela. C'est pour ça que je parlais d'amour tout à l'heure, parce que c'est un peu autre chose qui est en train de se passer quand il parle d'amour. Quand il parle d'amour, il parle d'un lien indéfectible, qui ne se construit pas justement sur l'apparence. Qui est au-delà de l'apparence. Qui est au-delà de l'apparence. Et c'est ce qui explique, par exemple, l'exhortation finale, qui est dans un style un peu différent du reste de l'ouvrage. Et c'est ce qui explique aussi son insistance à souligner que le prince, ou le bon capitaine d'ailleurs, dans l'armée, doit entretenir un lien d'amour avec ses sujets. En tout cas, s'il ne réussit pas à entretenir un lien d'amour, ce qui est souvent le cas pour l'homme politique, il faut au moins ne pas être haï. Et on en sait quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est des hommes politiques qui peuvent rater quelque chose uniquement parce qu'ils n'ont pas compris à un moment donné qu'ils avaient été trop loin dans la réprobation qu'ils pouvaient susciter. Mais cet amour dont il parle, comment peut-il être complètement indépendant de toute forme d'apparence et d'instrumentalisation de son image en tant que prince pour essayer de séduire ses sujets. Il n'en est pas indépendant. C'est une des composantes de la construction de cet amour. Mais parce que le terme est très fort, le terme d'amour. Bien sûr, pour parler d'une relation entre un gouvernant et les gouvernés. Il est fort, mais il est fort parce que Machiavel est quelqu'un qui essaye de réfléchir véritablement sur ce qu'il appellera les humeurs dans le chapitre 9, qui est un chapitre fondamental, qui est une espèce d'oxymore bizarre de prince civil, de prince républicain, de prince soumis à la loi, qui doit parler beaucoup d'ailleurs aux tenants de la Constitution de la Ve République, puisqu'on a une forme de prince civil ici. Et ce prince civil se justifie par la satisfaction des désirs. Il parle de désir. Il faut prendre ce mot au sens le plus fort qu'il peut avoir. C'est-à-dire que Machiavel est attentif à ce qui pousse les hommes. Les hommes ne sont pas poussés par les théories. Les théories font partie de leur analyse de la société, font partie d'un moment cognitif. Je veux dire, mais le moment cognitif ne suffit pas. Machiavel, il est dans l'action. Même quand il écrit, il est dans l'action. Donc il y a une anthropologie. Donc, il faut comprendre effectivement ce que sont les désirs des hommes, et notamment ce que sont donc ce qu'il appelle les humeurs. Là aussi avec un langage médical. Et dans les humeurs, comme on le sait, il distingue deux humeurs principales. Et cela aura une valeur fondatrice pour tout un courant de pensée, évidemment, et on retrouvera ça y compris dans le marxisme. Il distingue deux humeurs principales qui sont le peuple et les grands. Et le peuple et les grands sont inconciliables. C'est ça la grande conviction de Machiavel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gouverner en même temps avec le peuple et les grands. En revanche, on peut avoir une alliance du prince et du peuple, mais pas du peuple et des grands. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, les grands n'ont qu'un désir, c'est de dominer. Et que le peuple, lui, a un désir beaucoup plus simple à satisfaire, c'est de ne pas être dominé. Mais pas nécessairement de dominer les autres. Et donc, de ce point de vue-là, l'alliance la plus simple à établir est l'alliance avec le peuple. Mais tout ça, c'est de l'ordre du désir. Et l'amour peut être construit à partir de ce désir. Alors en même temps, la réalité est toujours plus complexe, parce que Machiavel nous dit, en fondant en quelque sorte ce qu'on appellera plus tard le conflit de classe, il y a l'opposition grand-peuple, mais en même temps, un peu plus loin, dans le chapitre 19, il nous dit, mais il n'y a pas que deux humeurs, il y a une troisième humeur, c'est les soldats. Et là, il comprend le rôle que peut jouer l'armée en politique. Vertu contre fureur prendra les armes et le combat sera court, car l'antique valeur dans les cœurs italiens n'est pas encore morte. Merci beaucoup Jean-Louis Fournel, je renvoie à votre édition du Prince qu'on trouve aux éditions PUF.